Depuis des siècles, de fascinants et mystérieux peuples asiatiques immigrèrent de la Chine, par la Birmanie et le Laos, jusqu'au pays du Siam. Ils s'installèrent à l'extrême nord de la Thaïlande, dans le Triangle d'Or. C'est au carrefour des frontières birmanes, thaïlandaises et laotiennes, au confluent même du Mékong, de la rivière Sai et de la rivière Luac, que se dresse la symbolique porte du Triangle d'Or. Au royaume de Thaïlande, ces peuples, ces ethnies exceptionnelles, sont connus sous le nom des tribus Aka, Lao, Lisu, Yao, Palong, Karen et Hmong. Chacune de ces tribus a sa propre identité culturelle. De la province de Chiang Rai à la province de Chiang Mai, on peut voir les toits de leurs petits villages accrochés sur les pentes des montagnes. Pour les Thaïlandais, ils sont les Chao Kao, c'est-à-dire les gens des montagnes. Ces seigneurs des montagnes vivent au haut des sommets, dans de magiques paysages où les dieux rêvent encore. Ces tribus forment une société unique. Elles se distinguent les unes des autres par la particularité de leurs coutumes et de leurs dialectes. Aujourd'hui, semi-sédentaires, ils continuent à vouloir rester eux-mêmes, mais ils se trouvent confrontés au monde moderne, éternel dilemme face à l'inévitable adaptation pour survivre, tout en voulant préserver leurs traditions et la sagesse qui en découle. Bien qu'illégale, la culture du pavot se pratique toujours en petite quantité dans le sud du Triangle d'Or. Le gouvernement thaïlandais a mis en place un programme d'aide et d'éducation auprès des tribus en vue de remplacer par d'autres cultures la culture du pavot. Malgré la surveillance et la destruction des derniers champs de pavots, la police des frontières et le bureau des stupéfiants se heurtent toujours à des difficultés pour arriver à contrôler cette région difficilement accessible. L'émigration continue sur le Triangle d'Or. Actuellement, on évalue leur population à 500 000 personnes. Le gouvernement thaïlandais est à présent obligé de contrôler ses frontières. Pour des raisons économiques, il n'est plus possible en effet d'accueillir de nouveaux réfugiés. Les Palong sont parmi les plus récents immigrants. Victimes de l'ethnocide perpétré par la Birmanie, ils durent chercher refuge au sud du Triangle d'Or. Kum Um, le chef du temple, se souvient.
yêu tay coi thế rồi đâu có này coi ôi hôm vậy ta coi cái mà này chẳng cái mà này họ yêu bọc ra cứ yêu bọc tắc này ta coi này yêu bọc tao yêu coi này yêu bọc coi này nhắm mà tới mà để cái này đồ mà liều này nó Oe Maglium est un des 3 villages Palung existants en Thaïlande. Surpris par une visite inattendue, Noal Lawan, le chef de la tribu, réunit en toute urgence le village sur la place de l'école. Les enfants aux regards attentifs écoutent ces hommes avec patience. Ils sont venus de Chiang Mai. Ce sont les étudiants d'un collège bouddhiste. Ils ont fait une importante collecte d'argent afin de pouvoir acheter des dons pour venir en aide aux tribus. Aujourd'hui, c'est chez eux que la distribution des dons a lieu. Couvertures, vêtements, cahiers et crayons pour les enfants qui les reçoivent dans la joie et le respect. C'est par le maître d'école et le chef du village que la bonne répartition des autres dons se fera. Elle ira aux plus pauvres d'entre eux. Le totem est l'esprit, le centre, la porte du village. À la nouvelle année, et pour chaque récolte, tous les Palong en procession lui portent leurs offrandes. Ainsi, ils honorent les esprits. Le devoir accompli et le cœur en paix, les hommes, en accord avec les esprits, règlent le quotidien de leur vie. En préparant le repas, la famille se retrouve. Une poignée de riz, quelques légumes, le piment et, pour les jours de fête, volaille ou cochon constituent une importante source de protéines. Chez les Palong, hommes et femmes se partagent les tâches. Isolé par de mauvaises pistes, le village est loin de tout. Les petites échoppes sont d'une grande importance pour les tribaux. Gardien du temps, le forgeron, aux gestes inchangés, fabrique et répare les outils du village. La langue à langue, herbe aux éléphants, pousse partout, envahit la plaine et le fond des vallées.
Une fois séchée, l'herbe est tressée sur de longs bambous afin de construire des panneaux pour la toiture des maisons. La plupart des panneaux seront vendus au plus proche village thaï pour gagner quelques bahts. Les femmes contribuent entièrement au bon équilibre et à l'économie de leur famille et du village. Chez les Palong, l'homme pratique couramment la bigamie. La femme se marie jeune, mais elle reste libre de son choix. Elle peut se marier avec un homme d'une autre ethnie. Mais pour sauvegarder leur culture et l'identité de leur tribu, on préfère le mariage entre Palong. Le chef du village organise des réunions avec le chaman, les anciens et d'autres notables pour discuter des problèmes de la communauté. Bien qu'ils respectent et suivent les lois du gouvernement thaïlandais, vu l'absence de lois écrites chez les Palong, ces réunions revêtent une extrême importance. Dans le village, temples animistes et temples bouddhistes se côtoient. Si la plupart des Palong de la tribu sont animistes et rythment leur vie dans la crainte et la croyance aux esprits, pour d'autres, c'est le bouddhisme qui guide leurs pratiques et leur foi. Ce sont les femmes qui tissent l'étoffe des costumes. C'est à l'aide d'une simple navette et d'un métier à tisser de bambou rudimentaire qu'elles créent de riches tissages aux couleurs vives et chaudes. Comme le veut la tradition, le maître ferronnier frappe le métal et l'argent. De ses mains sortent de larges ceintures, colliers et bracelets d'argent. D'incroyables ceintures en bois de rotin d'une extrême résistance entourent les hanches de la femme Palong.
Thì nhà cái đài này tụi có sụp miền tụi nào đây giặt. Au tout début, Ouemaglium était l'unique village. Plus tard, quelques familles partirent s'installer ailleurs. Actuellement, sur la Thaïlande, les Palung ne comptent que 65 familles de leur ethnie. Dans ces montagnes du Nord, ils ont trouvé leur place. Certains, pour un salaire journalier, vont travailler la terre des paysans thaïs. Mais leur plus grand désir est d'être un jour propriétaire de quelques terres à cultiver. Có heo plố rồi mày ạ. Thịt cà phá hào này mực là chức thầu ấy tù hà mực. Le soleil se lève et chasse la brume qui s'étire en voile sur les vallées du Triangle d'Or. Le jour réveille le mystère d'autres esprits protecteurs accrochés au sommet de leur toit. Nous sommes chez les Hakka, peuple venu de Yunnan, représentant peut-être des derniers contes vivants de notre monde. Ils ont peu et se contentent de peu. Leur dignité est au cœur même de leurs coutumes et de leurs croyances. Ils ont pour rituel de réciter tous les noms du lignage mâle de leurs ancêtres jusqu'au premier des premiers et puisent ainsi à la source, aux racines de leur vie. De même qu'ils connaissent les noms de leurs ancêtres, ils se souviennent aussi des migrations qu'ils suivirent de la Chine en Birmanie jusque dans la Thaïlande d'aujourd'hui. Les Hakka n'ont pas d'histoire écrite, mais ils portent en mémoire tout leur riche héritage. Légendes et rituels donnent et signifient l'essence même d'être Hakka. Le soleil est haut, la chaleur palpite. Dans le silence peuplé de la jungle, autour d'eux, résonne le vide. De temps en temps, l'écho du Tim Tam Krao au-dessus du village rythme la vie. Les femmes de chaque maison vont bon pied de leur Tim Tam Krao pour le pilage du riz. Non, aujourd'hui n'est pas un jour de fête. Les femmes Hakka sont ainsi vêtues de leurs riches costumes pour travailler. Souvent, pour les travaux les plus durs, elles cachent leur extraordinaire coiffe d'une étoffe. Une fois pilé, le riz est trié, nettoyé. Ainsi, l'on obtient un riz qui servira à faire des galettes et d'autres plats cuits dans des feuilles de bananier.
Le village est né du rite et de la coutume des 3 grains de riz. Ce sont les vieux qui, pour découvrir le lieu idéal, plantent 3 grains de riz. Si les pousses de riz percent la terre, c'est le signe, la raison, que l'esprit, le seigneur de l'eau et de la terre, s'accorde avec les ancêtres. Alors, ils peuvent s'installer et construire le village. Lipa est le chef. Le village porte son nom. Ici, le chef est aussi le chaman. Les Haka sont de croyances animistes. Le chaman guérisseur chasse par des rituels du feu et de l'eau, par des offrandes et des incantations, la maladie, la mort et les mauvais esprits qui les menacent. Il faut passer sous la porte sacrée pour pénétrer dans le village. Elle garde et barre le passage des esprits malfaisants. Elle est elle-même passage entre les mondes. Chaque année, les habitants édifient une nouvelle porte qui se rajoute aux anciennes, formant ainsi une sorte de galerie dans l'espace. Tout à côté de la porte, ces incroyables personnages protègent et marquent le culte de la fécondité. Tout près du Grand Teck, à la sortie du village, 5 jours par semaine, la petite école attend les enfants. Dans les 3 classes, filles et garçons se mélangent. L'instituteur est de la tribu. Il apprend et enseigne la lecture et l'écriture en thaï. C'est sur l'initiative du gouvernement thaïlandais qu'un instituteur de l'ethnie Haka a été formé afin de donner aux enfants toutes leurs chances de pouvoir un jour s'intégrer. Le peuple Haka parle sa propre langue, un dialecte d'origine lointaine appartenant au groupe tibéto-birman. La plupart des Haka préfèrent vivre dans les montagnes pour leur tranquillité. Ils respectent les Thaïlandais, mais ils seront sans doute les derniers à renoncer à leur tradition. Partout dans le village, sur les toits de chaume, s'étend et sèche la apiado, l'herbe à balai. C'est juste l'extrémité, le plumeau de cette herbe géante que les tribaux vont récolter chaque jour dans la jungle. La famille Damé, Datou et la petite fille Assé partent en groupe pour la récolte. Dans l'aura de la jungle,
Leurs incroyables costumes s'unissent au mystère des esprits. La récolte est difficile. De grandes quantités d'herbes sont nécessaires pour faire les balais. Il faut souvent se déplacer et grimper dans le fouillis de la jungle. Fabriquer les balais demande du temps. Après le séchage, avec patience, commence le roulage, qui fait tomber les minuscules graines attachées à chacune des herbes. Les femmes Aka font les plus durs travaux. Dans leurs riches habits, leurs bijoux sont le signe distinctif de leur rang. C'est l'homme qui fabrique les balais. Avec habileté, il tresse plusieurs plumeaux d'herbes séchées sur lesquels il fixe de fines tiges de bambou et obtient de cette façon un balai très recherché. Chez les Aka, l'homme est polygame. C'est lui qui élève les enfants et s'occupe de la maison la plupart du temps. Les tribaux donnent plus d'importance au riz que le simple fait qu'il les nourrit. Pour eux, le grain de riz symbolise la vie. Dans le cœur des Aka, la récolte a une âme. Rites et balançoires s'élèvent vers le ciel. En crevant les nuages, il libère la pluie, pousse et grandit le riz. Dans son âme, la récolte sourit. Elle remercie le rite qui unit les hommes et les esprits. Pour la jeune fille Aka, la balançoire est un jour de fête. Cérémonie qui marque le passage où la jeune fille devient femme. Le temps est venu où l'homme commence à lui faire sa cour.
chant et danse, chevauche le vent. Résonne la voix du bambou. Quelque part, veille la jungle. Au milieu de l'éternité, les dieux gardent secret le mystère des Haka. Et là où il y a des montagnes, il y a des Yao. Comme les dieux, ils y sont chez eux. Ceux qui habitent au plus haut des sommets s'appellent maîtres des montagnes, tandis que les autres, sans terre, s'appellent les voyageurs des montagnes. Nous voici chez les Yao. Les Miens, peuple appelé Yao, venu du Yunnan, région du sud de la Chine, qui signifie être au sud des nuages. Au village de Changmin, c'est le moment de la récolte du thé. Hommes et femmes prennent plaisir à récolter. C'est le bourgeon terminal et les premières feuilles qui sont cueillies. Les Yao cultivent le théier qui pousse jusqu'à 3500 mètres d'altitude. Il est taillé pour obtenir une hauteur que l'on appelle table de cueillette, car à l'état sauvage, il peut atteindre 15 mètres de haut. Les Yao ont une légende pour leur origine. Ils seraient les descendants directs d'un chien mythique. Les chamans transmettent et perpétuent encore le culte de Podou, leur dieu chien. Et certainement, c'est pour cette raison qu'ils ne mangent jamais du chien, contrairement aux autres tribus. Une fois la journée finie, le temps du repos est celui de la traditionnelle pipao, la bombe. Le jour se lève sur le village endormi. Petit à petit, tout s'anime, se réveille. Les femmes sont les premières à se lever, car il faut préparer la nourriture pour les cochons affamés. Les Yao préparent les feuilles du thé de la façon la plus simple pour leur propre consommation. La plus grande partie de la récolte sera vendue le dimanche au marché du thé, où ils recevront 3 bahts par kilo. Leur religion est de tradition taoïste, mais les Yao donnent autant d'importance aux relations occultes. Ils pratiquent taoïsme et animisme. Le turban qui sert de coiffe à la femme Yao est remarquable. Sa longueur varie entre 5 à 7 mètres de tissu. Seul, il lui est impossible de poser le turban. D'abord, on emprisonne les cheveux. Pli après pli, on enroule et construit la coiffe. Par coquetterie, aucun cheveu ne doit dépasser. Il n'est pas rare que certaines
s'arrachent les cheveux qui dépassent. Les femmes filent et teintent elles-mêmes leur coton à broder. Tout en chantant et en discutant, ces brodeuses rivalisent et inventent avec patience des broderies au point de croix qui forment un tissage si extraordinairement artistique qu'elles produisent de véritables chefs-d'œuvre. Le peuple Mien Yao possède une langue propre, le Miao Yao, qui serait apparenté au groupe linguistique sino-tibétain. Bien que très timides, les Yao sont courtois et accueillants. Ils attachent une grande importance à l'harmonie. L'épouse Yao est soumise à son mari. Ils ne tolèrent pas les querelles et mettent rapidement fin au conflit. Chez les Mien Yao, rien ne peut arriver dans la maison sans que tout le village soit concerné. La cérémonie du thé est un jour de fête. Les femmes portent de somptueux bijoux, chaînes et colliers d'argent sont d'une grande finesse. La cérémonie du thé repose sur la pureté, le respect et la sérénité. Il faut qu'une harmonie parfaite règne entre les hôtes. Ils goûtent le thé. Afin de préserver leur patrimoine, ils se transmettent de génération en génération le livre du jour et le livre des ancêtres. Ces livres, en caractère chinois, sont d'une grande importance. L'un dicte une conduite de vie et l'autre contient les noms de tous les ancêtres. Les femmes Yao chantent. La voix qui s'élève de montagne en montagne transporte l'âme des Mien Yao. Xin suy ya mùi miền na tông yên nhé lỡ yên tai na trang na chiều tất cả mà ô thiên ơi phản lưỡi chia to yam chia nhé ơi mồ yang na chia na chỉ ngày chiều ô phiền ơi. La montagne du Qiangdao se dresse face à Mukuto, le village Lizou. Nos amis Amporn et Anna nous accueillent dans leur maison pour le Nouvel An chinois. Du 31 janvier au 4 février, les Lizous n'arrêtent pas de danser.
cérémonie qui célèbre le passage de l'ancienne année au nouvel an. Toutes les jeunes filles se préparent. Leur costume doit être le plus beau, le plus riche. Nos amis sont les lissous rois, ce qui signifie les lissous fleurs. Pour que vive la danse, on se relaie nuit et jour sur la place du village. Ce sont les hommes qui jouent de différents instruments, soit du luth, soit de l'orgue à bouche, et suivant la mélodie, le pas de danse change. Tandis que les uns dansent et jouent, les autres s'activent à la préparation d'un repas de fête aux saveurs très pimentées. Tout doit se dérouler dans la joie et la bonne humeur, car, face aux esprits, il est indispensable pour nos amis que leurs relations soient aimables, afin d'attirer le bonheur. Ce n'est qu'à l'occasion des grandes fêtes que les jeunes hommes lissous s'habillent aussi richement. Fiers, ils rivalisent entre eux, en portant le plus beau sac à courtiser, orné de pendeloques d'argent et de fils de couleur, garantis qu'avec un si beau sac, ils ramèneront à leur famille la plus merveilleuse des belles filles. Chara est thaïlandais. Il est l'instituteur du village. Pourtant, aujourd'hui, il s'habille avec le costume cérémoniel du jeune homme lissou, ce qui est exceptionnel. Son désir est de pouvoir courtiser une jeune fille lissou. Les lissous parlent une langue qui appartient à la famille tibéto-birmane. Mais en Thaïlande, nombreux sont ceux qui parlent un dialecte où beaucoup de mots sont d'origine yunanaise. Abeuku, le chef du village, ainsi que le prêtre, ont décidé que Chara serait reconnu par eux comme l'un des leurs. Tout le village vient pour accepter Chara. Chacun vient s'incliner et nouer la cordelette à son poignet, signe de reconnaissance et d'appartenance à leur tribu. Aucun lissou ne saurait passer le seuil de la maison sans se soumettre au rite de boire un petit verre de leur alcool. Chaque villageois dépose une offrande, un cadeau pour Chara. Beaucoup sont des bouteilles d'alcool qui seront bues tout à l'heure afin d'être heureux et de rester tous ensemble joyeux.
Danse, danse la jeune fille Lisou, sur la colline et dans le ciel. Tourne et danse. C'est toujours une ronde autour de l'arbre. Il est sacré, planté devant la maison. L'homme de chaque famille a coupé dans la jungle l'arbre du Nouvel An. Le musicien fait le paka. Son rôle est de faire rire et donner une nouvelle force pour secouer les fatigués, ceux qui s'endorment. Ils doivent garder gaieté et joie pour satisfaire les esprits. Elles sont belles, les jeunes femmes lissous. Leurs coiffes sont si riches que, parfois, l'on croit que l'on a rêvé chez les lissous, le Nouvel An chinois. Le cœur simple, petit homme là-haut, se prépare pour la chasse. Ethnie, mystérieux ami, peuple venu d'un temps de légende. Palong si doux, Aka si étrange, Yao timide, et Lissou si entreprenant. Vous êtes tous si différents et pourtant si semblables. Les tribus pratiquent la culture sur coupe et brûlis. Chaque fois que la terre cultivée s'épuise, ils se déplacent et vont couper et brûler les forêts de la jungle. Cette destruction massive pour survivre met en péril l'environnement. Le département royal forestier doit sauver la jungle, tandis que les tribaux essaient de survivre. Ils se retrouvent en conflit avec leur tradition du fait de la politique de reboisement intensif du gouvernement. Cette politique a pour but de sauver le bois de teck. C'est le département royal forestier qui est responsable du reboisement. Pour cela, il a créé de grandes pépinières où plusieurs essences d'arbres qui composent la jungle sont cultivées. De son côté, la division du ministère social enseigne aux tribus de nouveaux modes de culture et les pousse à se sédentariser. C'est par cette prévention que l'on arrêtera la désertification et que les populations des tribus se donneront la chance de survivre dans les montagnes. Au cours de notre aventure sur les routes du Nord, nos chemins ont souvent croisé ceux de la princesse Mahachakri Sirinthorn. Elle visitait certaines tribus pour leur venir en aide. Sa haute présence
symbolise l'intérêt et la protection que la famille royale porte aux tribaux. À Roimmild, village Karen au bord du Mécoc, les éléphants et les boutiques d'artisanat tribal attendent les touristes. Tourisme contesté qui afflue trop nombreux. Pourtant, tourisme qui aussi apporte le moyen de survivre. Amis, vous qui honorez les éléments de la nature comme 1000 divinités, que vos esprits et vos rites, que vos prières animistes, que le chant de vos âmes soit entendu du monde qui change. Il est urgent qu'on vous laisse le temps, la manière de vous adapter sans vous perdre, sans perdre votre identité.